L'invasion du Panama par les États-Unis. Du 20 décembre 1989 au 31 janvier 1990. L'invasion du Panama par les États-Unis fin 1989 visait à maintenir la domination de Washington en Amérique latine et dans d'autres pays de la région. Le Panama était crucial pour les États-Unis, surtout en raison du canal reliant l'Atlantique au Pacifique, et de son importance pour les intérêts militaires et économiques des États-Unis. L'engagement américain envers le canal de Panama a commencé en 1902, lorsqu'ils ont repris les travaux de construction aux Français. En 1903, Washington a favorisé l'indépendance du Panama, menant à son autonomie face à la Colombie. Cela a permis aux Américains d'obtenir un accord leur accordant la possession exclusive et permanente de la zone du canal de Panama, en échange d'une compensation financière substantielle. Depuis l'ouverture du canal en 1914, il est un point clé des relations entre ces deux nations. Après la Seconde Guerre mondiale, le contrôle du canal est devenu un sujet de discorde. Inspiré par la nationalisation du canal de Suez en 1956, les Panaméens ont revendiqué ce droit en 1964, après une émeute où des soldats américains ont tué plusieurs Panaméens. Les deux pays ont brièvement rompu leurs relations diplomatiques. Le conflit a été réglé en 1977 par les traités Torrijos-Carter. Ils ont convenu que le Panama contrôlerait totalement le canal d'ici le 31 décembre 1999, à condition qu'il reste ouvert aux navires américains. En signant les traités Torrijos-Carter, Washington n'a pas abandonné ses intérêts au Panama. Le lieutenant-colonel Manuel Noriega, chef du renseignement militaire, était leur principal atout. Noriega était un informateur rémunéré de la CIA depuis longtemps, et un instrument pour perturber les intérêts soviétiques dans la région. Dirigeant de facto du Panama, il aidait aussi Washington à contrôler le pays. Dans les années 1980, Noriega est devenu problématique à cause de ses liens avec les cartels de drogue. L'appel à quitter le pouvoir a détourné Noriega des États-Unis et l'a rapproché des Soviétiques. C'était le début de sa chute. Washington a soutenu un coup d'État raté contre Noriega en 1988 et l'a inculpé pour divers crimes liés à la drogue. Les États-Unis ont évité une action militaire, car le président Reagan ne voulait pas nuire à la campagne de George Herbert Walker Bush. Bush père dirigeait la Central Intelligence Agency lorsque l'agence collaborait avec Noriega et connaissait ses liens avec les cartels de drogue. Après l'élection de George Herbert Walker Bush, ses préoccupations politiques n'étaient plus pertinentes. En mai 1989, Noriega a annulé la victoire de l'opposition aux élections nationales. Les États-Unis ont exercé des pressions sur Noriega pour qu'il reconnaisse les résultats de l'élection, ce qu'il a constamment refusé. Au lieu de cela, il a rompu tous les liens et a déclaré l'état de guerre entre le Panama et les États-Unis le 15 décembre 1989. Le lendemain, des troupes des forces de défense panaméennes, PDF, ont arrêté 4 soldats américains dans un véhicule privé et les ont harcelés. L'incident a causé la mort d'un premier lieutenant des Marines, tué par balle. Un autre officier de la marine américaine qui a été témoin de l'incident a été agressé, et sa femme menacée. Ce fut un tournant pour le président Bush, qui ordonna l'exécution de l'opération Just Cause, l'invasion du Panama. Les forces de défense panaméennes n'étaient guère un adversaire à la hauteur, avec environ 16 000 hommes sous les armes. Composés de 2 bataillons, 5 compagnies d'infanterie, une troupe de cavalerie et 2 compagnies d'ordre public, les forces aériennes de la PDF ne comptaient que 500 hommes et n'avaient que des appareils non combattants. La marine ne comptait également que 400 hommes et une poignée de petits navires. Avec 28 blindés seulement, l'infanterie de la PDF ne pouvait guère résister à l'invasion américaine. Cependant, ce que craignaient les généraux américains, c'était que la PDF se retire dans les montagnes et engage une guerre de guérilla. Dans ce cas, les combattants de la PDF constitueraient une grande menace pour la sécurité nationale. Pour cette raison, le commandement sud des États-Unis a engagé plus de 27 000 soldats pour la mission. Près de la moitié, soit environ 13 000 soldats, étaient déjà stationnés dans les bases américaines au Panama. Il s'agissait de soldats de la 193e brigade d'infanterie, d'un bataillon de la 7e division d'infanterie légère et d'un de la 5e division d'infanterie mécanisée. Il y avait aussi de petites unités des Marines, de l'armée de l'air et de la marine, en plus des troupes au Panama. La force de frappe, comprenant la 82e division aéroportée et le 75e régiment d'infanterie, a mené la majorité des combats du jour J. L'armée de terre, les Rangers, les forces spéciales, les SEALs, les unités spéciales de l'armée de l'air et de la marine.
un total de 7000 soldats. Le reste des troupes devait débarquer au Panama, après la défaite des principales forces du Force de défense du Panama afin de pacifier le pays. Le général Karl Steiner, commandant opérationnel des forces engagées dans l'opération Just Cause, a fixé l'heure H à 1h00 du matin le 20 décembre 1989. Toutes les unités étaient réparties en groupes tactiques avec des objectifs précis. Il s'agissait des groupes tactiques Red Atlantic Pacific, Bayonet, Semperfi et des opérations spéciales conjointes. En raison de l'activité inhabituelle de la PDF dans la nuit de l'attaque, Steiner a avancé l'heure H à 0h45, ne voulant pas perdre complètement l'effet de surprise. La Task Force Bayonet, stationnée au Panama, fut la première à attaquer, avec sans doute la mission la plus difficile. Ils ont reçu l'ordre de prendre le Fort Amador et la Commandencia, le quartier général de la PDF. Ils sont partis à 00h45 de leur position de départ, et se sont déployés en 3 groupes tactiques. Gator, Red Devil et Wildcat Task Force. Gator, chargé de prendre la Commandencia, a isolé le quartier général à 03h30. Ils ont subi de lourdes pertes en traversant les rues de Panama. Sous le feu de petits détachements du PDF sur la cible, la Task Force Gator a tout donné contre les forces du PDF à l'intérieur de la Commandencia. Le complexe a été détruit par les tirs des chars Sheridan, des véhicules d'assaut d'infanterie LAB 25, des hélicoptères d'assaut, des avions canons AC 130 et des hélicoptères AH 64 Apache tirant des missiles Hellfire. Les forces du PDF, appuyées par des compagnies d'ordre public, ont résisté aux Américains jusqu'en fin d'après-midi. Ils ont même touché un hélicoptère AH 6 Little Bird et l'ont forcé à effectuer un atterrissage d'urgence, où il a explosé après que son équipage de 2 hommes ait réussi à s'en échapper à 16h. Les soldats américains ont percé le mur et pris d'assaut le complexe. 2 heures plus tard, la Commandencia a été prise et le commandement central du PDF a été éliminé. À 00h45, la Task Force Red Devil a bloqué la sortie du Fort Amador, empêchant les troupes à l'intérieur de fuir. 15 minutes plus tard, la Task Force a pris d'assaut la base. Les forces du PDF à l'intérieur ont rejeté les appels à la reddition et ont continué à se battre, jusqu'à 16h45. À 01h00, 1300 Rangers de la Task Force Rouge ont parachuté au-dessus de la base militaire de Rio Hato. Elle abritait 720 hommes des 6e et 7e compagnies de fusiliers, 2 des unités les plus loyales de Noriega. 2 F-117 Nighthawk ont d'abord largué chacun une bombe de 2000 livres pour surprendre les soldats de la base avant l'assaut. C'était la première mission de combat des Nighthawk. Le bombardement n'a eu d'autre effet que d'alerter les soldats de la force de défense populaire de l'invasion. Ils ont rejoint les Rangers américains, qui avaient sauté en parachute d'une hauteur de seulement 150 mètres, sous des tirs nourris, malgré la résistance panaméenne. Les 2e et 3e bataillons des 75e Rangers ont rapidement neutralisé la garnison et pris la base et l'aérodrome en moins d'1 heure. La Task Force Red Tango, 1er bataillon des 75e Rangers appuyé par la compagnie C du 3e bataillon, a parachuté sur l'aéroport Tacomán-Torrijos, à l'est de Panama. Ces unités devaient préparer le terrain pour la 82e division aéroportée, aidée par les hélicoptères AH-6 et les avions AC-130. Les Rangers ont aisément maîtrisé la 2e compagnie aéroportée du PDF. La capture du terminal principal fut plus difficile car les hommes de Noriega ont pris 347 passagers brésiliens en otage. 2h30 plus tard, les otages furent libérés et l'aéroport fut placé sous le contrôle des forces américaines, au prix de la vie de 4 Rangers tués. Bien que la piste soit sécurisée, le 2e bataillon du 504e régiment parachutiste a sauté sur l'aéroport Tacomán-Torrijos à 02h10, suivi des autres unités de la Task Force Pacifique. 8 chars M551 Sheridan ont aussi été largués depuis l'aéroport avec eux. Des soldats de la 82e division aéroportée ont lancé des assauts aériens sur les positions PDF à Tina, Hadas, Panama, La Viejo et Fort Cimarron. Après de durs combats, et grâce aux avions AC, 130 la 82e a éliminé la plupart des forces du PDF. La 1re compagnie d'infanterie, le 12e escadron de cavalerie, l'unité spéciale de sécurité antiterroriste, ainsi qu'un bataillon d'élite 2000, avec la majorité de leurs véhicules blindés, à 01h00. La force opérationnelle Atlantique,
composé d'un bataillon de la 7e division d'infanterie et du 3e bataillon du 504e régiment d'infanterie parachutiste, lequel faisait partie de la 82e division aéroportée. Tous deux stationnés au Panama ont attaqué, visant d'abord le fort Espinar et la 8e compagnie de fusiliers du PDF. Les combattants de la base ont opposé une forte résistance et n'ont succombé qu'après la destruction complète des casernes par des tirs d'artillerie. La résistance fut bien plus forte. À la base navale de Cocosalo, juste à côté de la petite colonie américaine, les soldats de la première compagnie d'infanterie navale des forces armées populaires ont combattu pendant 4 heures avant de se rendre. La Task Force Atlantique a également été engagée dans la prise des complexes pénitentiaires de Renaissance et de Gamboa, libérant plusieurs prisonniers accusés d'avoir organisé le coup d'État contre Noriega ainsi qu'un agent de la CIA. Au cours du premier jour de l'invasion, des unités des forces spéciales, une compagnie de fusiliers marins et une compagnie de véhicules blindés légers ont servi de soutien aux forces conventionnelles. Ils étaient principalement engagés dans l'établissement de barrages routiers, empêchant ainsi les unités du Force de défense populaire de se renforcer mutuellement. Dans les dernières phases de l'opération, ils ont été déployés dans des provinces périphériques, avec pour mission de neutraliser les garnisons locales du Force de défense populaire. La mission de la Task Force White, formée de 3 sections du corps des Navy Seals, était particulièrement importante. La force a attaqué la côte du Panama à leur hache à bord de bateaux Zodiac. Leur cible était l'aéroport de Punta Patilla, où le jet privé de Noriega était stationné avant qu'il n'attaque le hangar avec l'avion de Noriega. Les SEALs ont bloqué la piste avec de petits avions. Les SEALs ont finalement détruit le jet de Noriega avec une roquette anti-char. 4 mais ont subi 4 morts et 8 blessés. Bien plus qu'ils ne l'avaient anticipé. Le jour J a été considéré comme un grand succès. Les unités principales des forces armées populaires ont été vaincues. Les soldats survivants se sont rendus ou dispersés. Le 20 décembre au soir, une brigade de la 7e division d'infanterie et la 16e brigade de police militaire sont arrivés au Panama pour rétablir l'ordre durant les 4 jours suivants. Ils ont affronté les dernières forces des forces armées populaires qui résistaient après la sécurisation de la capitale. Les forces engagées dans les opérations de stabilisation ont porté leur attention sur d'autres provinces et garnisons locales des forces armées populaires. Cependant, l'objectif principal de l'opération, la capture de Manuel Noriega, n'avait toujours pas été accompli jusqu'au 24 décembre. Les troupes américaines ont fouillé les endroits désignés comme cache de Manuel Noriega, lorsqu'ils ont appris qu'il était toujours à Panama, sachant que toutes ses routes d'évasion étaient coupées. Noriega s'est approché de Monseigneur Leboa, à la nonciature apostolique, sous le contrôle du Vatican. Il a cherché refuge à l'ambassade du Saint-Siège comme alternative à la fuite vers les montagnes, où il aurait pu mener une campagne de guérilla contre les Américains. Pour éviter une guerre épuisante, Laboa lui a permis de se réfugier à la nonciature le 24 décembre. Il a fallu moins d'une demi-heure aux Américains pour apprendre la présence de Noriega à la nonciature. La Task Force Green et la police militaire ont été immédiatement dépêchés pour bloquer le complexe et fouiller tous les véhicules entrant et sortant de la nonciature. Washington a entamé des négociations avec le Vatican pour obtenir la remise de Noriega par la nonciature. Le nouveau gouvernement panaméen et une conférence des évêques panaméens ont également fait appel au pape Jean-Paul II pour qu'il remette Noriega. La pression exercée sur le Vatican a porté ses fruits. Le 3 janvier 1990, Monseigneur Laboa a informé les troupes américaines que Noriega quittait la nonciature. Noriega a accepté de se rendre à condition de pouvoir porter son uniforme et de quitter le Panama en secret. À 20h53, menotté par les troupes américaines, il a été conduit à la base de Howard et arrêté par la Drug Enforcement Administration dans le C-130. Noriega a quitté le Panama et a été placé en détention à la base aérienne de Homestead en Floride. Quelques jours après l'invasion, le règne de Noriega sur le Panama était terminé. Le nouveau gouvernement a pris le pouvoir, avec Guillermo Andara, vainqueur des élections de 1989, qui a prêté serment en tant que président. La nuit précédant l'invasion, il a fallu 3 semaines aux troupes américaines pour pacifier complètement le pays et rétablir l'ordre. Le 31 janvier 1990, l'opération Just Cause a officiellement pris fin. Les États-Unis ont perdu 23 hommes et ont eu 325 blessés. La force de défense populaire de son côté a subi des pertes plus importantes, 205 tués et 1908 capturés. Même si les Américains ont obtenu un succès total avec l'opération, celle-ci a été condamnée par de nombreux pays. L'Organisation des États américains a adopté une résolution condamnant l'agression américaine contre le Panama. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a aussi condamné l'invasion comme violation du droit international.
La forte utilisation de la force par les États-Unis pour renverser Noriega a été très controversée. Elle avait causé entre 300 et 500 victimes civiles et déplacé 20 000 autres personnes en tant que réfugiés. Après l'invasion, les relations du Panama avec les États-Unis ont continué à mettre en œuvre les traités Torrijos-Carter. Le canal a finalement été cédé au Panama, mais le pays est resté fermement dans les limites de la sphère d'influence américaine.